Donc bonjour à toutes et à tous, donc Olivier Roche, responsable du pôle collectivité à l'ALEC du Pays de Rennes. Donc bienvenue pour ce webinaire, ce second webinaire de présentation des actions de l'ALEC. On a réalisé effectivement un premier sur les certificats d'économie d'énergie. Et donc aujourd'hui, on va parler du dispositif Fonds Chaleur, qui permet notamment d'accompagner la mise en œuvre d'énergies renouvelables thermiques sur le territoire du Pays de Rennes. Donc pour commencer, quelques consignes pour que ce webinaire se déroule au mieux. Donc pensez bien à couper vos micros dans un premier temps, en tous les cas. Ça évite notamment les interférences. Et pour poser vos questions, on vous invite à utiliser l'espace de conversation Teams que vous devez trouver normalement avec cette petite icône conversation. Alors, sur certaines versions, c'est plutôt en haut ou sur le côté. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser des questions via cet espace de discussion. Et puis, lors des échanges, si vous souhaitez intervenir, donc merci de cliquer sur la petite icône main levée. Et on essaiera de garder un temps d'échange plus ouvert en fin de webinaire, qui va être relativement chargé malgré tout, mais on espère avoir un petit temps pour de l'échange. Donc, comment ça va se dérouler ce webinaire? Donc, de la façon suivante, je vais faire une présentation très rapide de l'ALEC du Pays de Rennes. Ensuite, une présentation relativement rapide aussi du dispositif Fonds Chaleur. Et l'idée, c'est surtout de partager avec vous des retours d'expérience qui ont été menés sur le premier contrat d'objectif entre 2018 et 2020. Donc, 3 exemples. Le réseau de chaleur bois de la commune de Laillé, un système de chauffage au bois plaquette qui a été mis chez Monsieur Delabarre dans un élevage de volailles à Saint-Germain-sur-Île, et enfin un système de chauffage bois granulé sur des logements dans un projet porté par la Soreim et la COP de construction à la Courrouze. Et puis, comme je le disais, on essaiera de garder un temps d'échange plus ouvert en fin de webinaire. Donc voilà, encore une fois, si vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à les poser via l'espace de discussion. On tâchera d'y répondre à la volée. Et puis, si vous souhaitez vraiment prendre la parole, vous pouvez lever la main. Donc, l'Agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Rennes, pour ceux qui ne connaissent pas la structure, donc c'est une structure qui existe depuis 20 ans, une structure associative. On intervient sur le territoire du Pays de Rennes. Donc, vous voyez ici la carto avec les différentes communautés de communes et la métropole de Rennes. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner tous les acteurs du territoire dans la transition énergétique. Donc, avec une raison d'être de l'ALEC qui est agir ensemble pour mieux vivre aujourd'hui et demain. Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser, d'accompagner, de former, de conseiller aussi. Donc, tous les acteurs du territoire, on intervient à peu près pour tous les acteurs. Et donc, pour traiter cette question de la transition énergétique, transition écologique, avec bien sûr pour objectif final de préserver notre santé et aussi la planète. Donc la présentation du dispositif Fonds Chaleur. Donc là, vous voyez un certain nombre de logos, notamment, j'y reviendrai pour vous présenter les différents acteurs. Mais de façon très concrète, le dispositif Fonds Chaleur, alors, il y a une personne qui doit avoir son micro ouvert. Si vous pouviez bien tous penser à couper vos micros. Merci. Donc, de façon très concrète, imaginons un porteur de projet, quel qu'il soit, ça s'adresse à tous les porteurs de projet, sauf les particuliers, a un projet ou une idée de mettre en place une énergie renouvelable thermique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par énergie renouvelable thermique? Donc, c'est ce qu'on va appeler les opérations éligibles dans le cadre du dispositif Fonds Chaleur. On peut retrouver donc tout ce qui concerne le bois énergie, donc bois plaquette ou bois granulé. Les installations solaires thermiques, donc, qui permettent de chauffer de l'eau à des usages sanitaires et ou de chauffage. Donc, c'est bien le solaire thermique. Hein, les systèmes de solaire photovoltaïque ne sont pas intégrés au programme Fonds Chaleur. On a ensuite les systèmes dits à géothermie, donc, qui peuvent être éligibles. Et enfin, les systèmes de chaleur fatale. Donc, la chaleur fatale, c'est quoi? Ça peut être des systèmes de process qui finalement engendrent de la production de chaleur qui ensuite est complètement perdue. Et donc, l'idée est de potentiellement récupérer cette chaleur. On pense par exemple à des serveurs ou
des dispositifs particuliers. Je pense à l'hôpital, par exemple, qui a des gros process pour stériliser les différents matériels qui ressortent de l'eau très chaude et qui, par exemple, aujourd'hui, n'est pas forcément utilisé. Donc, si vous avez un projet, comment pouvez-vous être accompagné dans le cadre de ce dispositif Fonds Chaleur? Donc, à la LEC du Pays de Rennes, donc, on porte l'animation technique et administrative, on va dire, de ce dispositif. Et donc, il y a un premier niveau d'intervention qui concerne ce qu'on appelle les études préalables. Donc, le premier niveau, ça correspond aux notes d'opportunité. Donc, vous êtes un porteur de projet, vous avez un souhait d'étudier la mise en place de solaire thermique ou de bois énergie sur un de vos projets. Vous pouvez nous contacter et on va venir vous accompagner, voir comment ce projet est réalisable par la réalisation d'une note d'opportunité, donc qui va permettre de voir quels sont les besoins, quels sont les moyens de production nécessaires à mettre en place en première approche. Et en fonction de la réalisation de cette note d'opportunité et des résultats, on va pouvoir vous accompagner sur la réalisation d'une étude de faisabilité, donc là qui est réalisée par un bureau d'études et qui permet de valider le projet. Et ensuite, on retrouve les phases classiques d'un projet, la conception, la réalisation et l'exploitation. Et donc, dans le cadre du Fonds Chaleur, on peut vous accompagner sur chacune de ces étapes. Et donc, l'animation portée par l'ALEC du Pays de Rennes est financée dans le cadre du Fonds Chaleur. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de participation financière demandée aux porteurs de projets. C'est financé par l'ADEME, mais j'y reviendrai juste après. Donc, quelles sont les aides financières possibles dans le cadre de ce dispositif? Comme je l'expliquais, la première partie qui concerne les notes d'opportunité, donc c'est une intervention gratuite pour le porteur de projet. Et ensuite, en fonction des résultats de cette note d'opportunité, on peut avoir recours à la réalisation d'une étude de faisabilité qui peut donc être financée jusqu'à 70% dans le cadre de ce dispositif. On peut également avoir un financement sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet, donc également jusqu'à 70%. Donc ça, c'est toute la partie étude qui peut être financée. Et enfin, sur la partie aide aux investissements, donc on va retrouver 3 niveaux, notamment une aide aux investissements concernant les énergies renouvelables, donc qu'on a évoqué tout à l'heure, avec un portage qui peut aller jusqu'à 65% des investissements selon le porteur de projet. Dans le cadre de projets de réseau de chaleur, on peut avoir un financement jusqu'à 80%. Donc tout ça est bien sûr étudié à la fois dans la note d'opportunité et dans les études de faisabilité. Et sur la récupération de chaleur, on peut avoir un financement à hauteur de 50%. Donc ce sont des financements quand même non négligeables qui peuvent être mobilisés dans le cadre de ce dispositif Fonds Chaleur. Alors, je suis vraiment désolé, mais j'ai un problème technique, c'est que je n'ai pas pris mon chargeur et que ma batterie me fait signe. Donc, je vais juste chercher mon chargeur. Je suis désolé. J'arrive tout de suite.
Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, excusez-moi. L'énergie est précieuse, il n'y en avait plus beaucoup. Alors, je repartage mon document. Ok, donc voilà, j'en étais aux aides financières mobilisables dans le cadre de ce dispositif. Et pour finir cette présentation rapide du dispositif Fonds Chaleur, voici une diapo avec les différents acteurs de ce dispositif. Donc, on retrouve sur la partie gauche l'ADEME qui pilote le Fonds Chaleur au niveau national. Donc, c'est un portage qui est assuré par l'ADEME au niveau national et qui également finance la partie animation et investissement en partie, avec également l'intervention du plan Bois Énergie Bretagne pour tout ce qui concerne les projets bois à l'échelon Bretagne. Ensuite, on va retrouver deux acteurs, donc le SDE 35, qui est un nouvel acteur du dispositif. Alors, je ne l'ai pas évoqué, mais on a eu un premier contrat d'objectifs qui courait sur la période 2018-2020. Et nous allons avoir donc un second contrat qui démarre maintenant, de 2021 à 2023. Et donc, le SDE 35 arrive dans le dispositif, notamment pour gérer les aides au niveau local pour les porteurs de projets. On intervient sur le Pays de Rennes. Donc, le Pays de Rennes est également un acteur de ce dispositif et assure le portage politique du dispositif au niveau local. On a une intervention également de chacun des EPCI du territoire du Pays de Rennes. Donc, c'était une demande assez forte de l'ADEME pour ce second contrat. Donc, les EPCI vont jouer un rôle de relais au niveau des projets pour notamment faire de la prospection sur leur territoire, sur des projets potentiels. Excusez-moi. Et on retrouve ici deux acteurs techniques, donc l'association L qui travaille spécifiquement sur les projets biomasse et également la méthanisation, donc qui peut être un support technique pour l'ALEC sur toutes les questions relatives au bois énergie notamment. Et un autre acteur qui s'appelle Atlanson qui travaille spécifiquement lui sur le solaire et qui peut être également un relais technique pour l'ALEC sur le solaire thermique. Et donc l'ALEC qui peut vous accompagner sur l'ensemble de votre projet, comme expliqué précédemment. Et donc ce que j'évoquais juste avant, c'est le nouveau contrat d'objectif qui est signé pour la période de 2021 à 2023. Ça veut dire qu'on a un objectif à atteindre sur cette période en termes de développement d'énergie renouvelable thermique sur le territoire. Donc voilà une présentation très rapide du dispositif. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de prendre quelques questions si vous en avez. Ou sinon on passe directement sur les retours d'expérience. Donc n'hésitez pas soit à lever la main ou à utiliser l'espace de discussion. Eh bien, écoutez, on va passer tout de suite au retour d'expérience. C'est juste, excusez-moi, Oui. qu'est-ce qui détermine le montant de subvention, en fait, puisque vous indiquez jusqu'à 70%, en fait, hein, qu'est-ce qui... Donc jusqu'à 70%, alors sur Jusqu'à les... 70% ou 65%, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va être à 50, 40, 70, en Oui. fait, c'est quoi les critères qui... Eh bien, je vous propose de laisser répondre peut-être un de mes collègues chargés de mission à l'ALEC. Alors, j'avais prévu de vous les présenter juste après, mais je vais passer la diapo. Tac. Voilà, ce sont les trois personnes à l'ALEC qui travaillent sur le dispositif Fonds Chaleur, Florian Catcagno, Sylvain Labiche et Fabien Potier. Donc, est-ce qu'il y en a un de vous trois qui veut bien répondre à cette question? Moi, je veux bien, Olivier, si tu veux. Vas-y, Fabien. Donc, Fabien Potier, bonjour à tous. Donc, en fait, ouais, les pourcentages qui sont donnés, ce sont des plafonds. Et en fait, chaque aide, elles sont calculées en fonction de la production d'énergie renouvelable de l'équipement. Donc, par exemple, pour la chaufferie bois, elle va être fonction de la production d'énergie de la chaufferie bois. Pour le réseau de chaleur, ça va être forfaitaire au niveau du linéaire du réseau. Donc, c'est tant d'euros par mètre linéaire.
Enfin, c'est vraiment des forfaits comme ça. Et par contre, oui, on a des plafonds à chaque fois pour chaque type d'énergie. Alors, je ne sais pas si ça répond. Ça répond à votre question, Monsieur Lézé? Oui. En fait, il y a une grille en fait, hein, d'affectation en fonction du type d'installation, etc. On va pouvoir être financé, c'est ça, qui est 50, 60, 70%. En fait, c'est ça, c'est le type d'installation qui va déterminer le montant de la subvention, hein. C'est ça que Oui, je comprends. donc c'est vraiment des forfaits, hein. C'est jamais en fonction des dépenses, hein. C'est pas 20% de l'investissement. Par contre, on a des plafonds en fait qu'on ne doit pas dépasser par rapport à l'investissement. Mais le calcul des aides, il est vraiment forfaitaire en fonction de la production, hein, d'énergie renouvelable thermique. Et donc c'est comme je disais, hein, en fonction de la production de chaleur d'une chaufferie, en fonction du mètre du linéaire d'un réseau. Enfin, c'est des forfaits en fait selon les types d'énergie. Et donc après, on a des plafonds, hein, selon le type d'énergie qui peuvent être différents, notamment en milieu agricole où on est plafonné à 40% de l'investissement. Après, sur les autres secteurs, c'est 65% du surcoût d'investissement par rapport à une solution classique. Donc, on a vraiment des cas différents sur chaque projet. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à venir vers nous, hein, pour ça, parce que c'est vraiment différent. C'est un peu du cas par cas, hein, selon l'énergie et le projet. Ok, on avait une question de Monsieur Tortorec. Oui, je veux bien. Je n'ai pas très bien compris, puisque dans une de votre introduction, M. Roche, vous avez dit qu'il n'y avait pas de participation par les porteurs de projets. Ah non, Et là, oui. j'ai compris ça. Et donc, D'accord. là, maintenant, tout ce qui vient d'être dit, c'est un peu le contraire. D'accord. Alors effectivement, je me suis peut-être mal exprimé sur l'accompagnement qui est proposé par l'ALEC pour les porteurs de projets. Il n'y a pas de sollicitation financière auprès des porteurs de projets. Mais par contre, pour les projets en eux-mêmes, bien sûr, que ce soit pour la partie études ou la partie investissement, il y a une participation des porteurs de projets. Ouais. C'est vraiment sur la partie animation la partie animation est complètement financée par l'ADEME dans le cadre du dispositif Fonds Chaleur. D'accord. Et Madame 1 avait également une question. Oui, je l'ai mise dans le dialogue. C'était par rapport à une chaudière gaz existante. Est-ce qu'il y a une préconisation de la changer? Bon, elle aura 30 ans, mais est-ce qu'il faut mieux attendre qu'elle soit en panne ou est-ce qu'on peut commencer à réfléchir en amont? Alors, je veux bien prendre la parole, Olivier. Fabien. Ce qu'il faut, c'est justement surtout pas attendre. Enfin, si vous avez un projet, quel qu'il soit, hein, c'est ne pas attendre que la chaudière tombe en panne, hein, puisque dans tous les cas, enfin, la mise en place, que ce soit d'une chaufferie bois avec s'il y a plusieurs bâtiments à chauffer, un réseau de chaleur, forcément, c'est plusieurs mois, voire quelques années peut-être d'études, hein, suivant la taille du projet. Donc non, en tous les cas, il faut pas attendre que la chaudière soit en panne. Il vaut mieux y réfléchir bien en amont. Et puis sur l'âge, la préconisation d'âge, c'est vrai que les chaudières, on dit souvent que la moyenne d'âge, elle est de 20 ans, hein. Elle est de 20 ans, 20, 25 ans maximum. Au-delà, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment elle peut durer. Plus après, oui, on a des chaudières qui ont 30, 40 ans. Après, ça dépend beaucoup aussi de l'entretien qui a été fait sur ces chaudières. Et on a une question précision dans l'espace de discussion sur le minimum de 5 TEP. Alors TEP, ça ne parle pas forcément à tout le monde, ce sont des tonnes équivalent pétrole. Ça représente grosso modo 50 000 kWh de production ou de consommation par an. Et effectivement, c'est le minimum pour les installations biomasse, donc bois énergie, pour lesquelles il faut avoir un minimum de consommation ou de production pour être accompagné via le dispositif Fonds Chaleur. Donc 50 000 kWh, voilà, ça représente production de chauffage pour un groupe scolaire entre 500 et 500 mètres carrés. Et effectivement, autre commentaire pour le solaire thermique, là il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire que dès le premier mètre carré installé, on peut être accompagné dans le cadre du dispositif Fonds Chaleur.
Je vous propose qu'on passe au retour d'expérience en démarrant par la commune de Layé. Et donc, Monsieur Jean-Paul Vuichard, qui est élu dans la commune, va nous proposer un retour d'expérience avec une proposition de questions sur, en tous les cas, de dérouler sur la présentation rapide de votre commune, la présentation du projet, le rôle du dispositif Fonds Chaleur dans ce projet, et puis si c'était à refaire, est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez donner aux personnes présentes ce matin? Tout ça dans un timing relativement serré d'une dizaine de minutes. Bonjour à tous, donc Jean-Paul Vuichard, je suis élu en fait adjoint au développement durable et à l'agriculture sur la commune de Layé, et donc c'est un projet qui s'est réalisé dans le mandat précédent. Donc une présentation rapide de la commune. Donc Layé, c'est une commune d'un peu plus de 5000 habitants, 5200, située au sud de Rennes, dans l'axe Rennes-Nantes. Et donc, en fait, le projet, enfin, j'envoie directement sur le projet si ça va, pour essayer de gagner du temps. Le projet lui-même, en fait, il fait suite à une réflexion, un travail, un accompagnement, en fait, par l'ALEC, en fait, au titre du Conseil en énergie partagée, qui nous a permis de faire le constat, comme dans beaucoup de communes, que le groupe scolaire était quelque part le bâtiment le plus consommateur d'énergie, et c'est lié aux surfaces de la commune. Et donc, sachant que c'était au gaz à l'époque, on avait des chaudières aussi qui vieillissaient. Et puis, on avait le souhait on s'était engagé dans la Convention des maires pour le climat, donc le souhait on a été engagé sur les 3 x 20, donc c'est 20% de plus d'énergie renouvelable, une réduction de la consommation de 20%. Et puis, les 20%, je ne sais plus, Olivier. C'est une diminution de CO2. Voilà, c'est ça. Et donc, à cet objectif-là, donc on a fait, suite à ce constat, en fait, un diagnostic énergétique en fait, sur les bâtiments scolaires. Qui nous a conduit à un certain nombre de travaux d'amélioration. En fait, suite au diagnostic énergétique, on a eu en fait des préconisations de travaux avec derrière des retours sur investissement, durée d'amortissement plus ou moins longue, qui pouvait aller jusqu'à 50 ans, voire 70 pour certaines parties, notamment pour la partie isolation par extérieur. Et donc, ça nous a conduit en fait à faire des travaux d'amélioration, comme le remplacement des ouvrants simples, le baissement, l'isolation des sous-plafonds, l'optimisation et l'asservissement des VMC, le remplacement des éclairages. Alors une fois, dans le diagnostic, en fait, il y avait également des pistes en fait d'amélioration et qui mettait en avant aussi le vieillissement des chaudières. On avait notamment des chaudières qui dépassaient les 20 ans. Et donc, l'idée, c'était d'anticiper, pour répondre à la question de tout à l'heure, en fait, d'anticiper avant que les chaudières, en fait, ne tombent en panne, en se disant, si on ne fait rien, en fait, si on attend que ça tombe en panne, en fait, la seule solution, ça va être de renouveler en gaz parce qu'on va être pressé par le temps et on ne pourra pas faire autre chose. Et donc, il y a une réflexion autour de ça. Donc, alors là, pour le coup, en fait, le fonds chaleur, je vais répondre à la question sur de l'accompagnement par le fonds chaleur, c'est à partir du moment où on a eu cette problématique-là quelque part à traiter, on a commencé, en fait, on a suivi les réunions fonds chaleur qui nous ont permis de regarder techniquement ce qui était possible et sur la base de l'exemple d'autres communes engagées sur ce sujet-là. Ce qui nous a conduit en fait à avoir un pré-diagnostic réalisé par elle, alors je crois que c'était en 2014 ou 2015, qui a montré en fait, qui a confirmé la faisabilité technique en fait du remplacement des chaudières gaz en fait par un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois, une plaquette. Donc, suite à ça, en fait, on s'est engagé en fait, dans une étude de faisabilité. Donc, pour ça, on a été accompagné effectivement dans le cadre du dispositif Fonds Chaleur et accompagné sur le sujet par l'ALEC. Et en fait, dans le diagnostic de faisabilité, on a
on a envisagé plusieurs scénarios. C'est-à-dire qu'on avait à la fois, en fait, donc le groupe scolaire qui était quelque part le cœur du sujet au départ, mais on avait d'autres bâtiments municipaux à proximité. Donc, d'une part, le centre de loisirs qui est accolé, en fait, au groupe scolaire, le restaurant scolaire qui est également accolé, et puis un peu plus loin, le point 21 qui est un espace socioculturel avec la médiathèque. Et en fait, sur l'ensemble des scénarios, il s'est avéré que c'est le fait de desservir l'ensemble des bâtiments qui était le plus intéressant du point de vue économique et qui était aussi le plus intéressant en fait du point de vue de son impact, c'est-à-dire environnemental, quoi. Donc c'est ça qui nous a mené à conduire le projet. Projet en fait donc qui a été réalisé à la fin du mandat précédent. Avec un réseau de chaleur en fait. Alors, le principe du dispositif, c'est d'avoir un réseau de chaleur. En fait, on avait 6 anciennes chaudières. Donc, des anciennes chaudières constituent, en fait, elles sont remplacées par des échangeurs à plaques qui de ces, en fait, les échangeurs à plaques en fait vont alimenter en chaleur en fait les réseaux, ce qui étaient anciennement les réseaux en fait de chaleur en fait qui deviennent des réseaux secondaires. Et puis on a un réseau primaire en fait qui vient alimenter tous ces échangeurs à plaques. Je sais pas si je suis clair, mais oui. Fonctionnement c'est ça. Et donc une réalisation qui s'est déroulée donc 2019 et qui s'est achevée et pour une mise en service en fait à l'automne 2019 quoi. Donc voilà. Ok. Quelques éléments peut-être économiques sur la réalisation de ce réseau de chaleur? Alors déjà, quelques éléments techniques en fait complémentaires. Ouais. En fait, en surface de plancher, on a un peu plus de 6000 m² en fait à chauffer, donc c'est assez important. Les besoins estimés étaient de l'ordre de 450 kW. Et donc dans lequel il y a à la fois le chauffage des bâtiments et puis le chauffage sanitaire. Et puis enfin non, le chauffage sanitaire n'était pas dedans. Et donc sur les données économiques, en fait, le coût était de l'ordre de un peu moins de 500 000 € pour le projet. Et le fonds chaleur a permis en fait de couvrir plus de 50% en fait du coût du projet, auquel s'additionnait en fait une dotation au titre de la DETR et puis également du VSIL. Donc l'ensemble des aides apportées en fait couvre de l'ordre de 75% du projet. Ok. Et peut-être une information sur la durée du projet entre les premiers éléments de réflexion et la mise en service pour que ça puisse donner une idée aux personnes présentes. Les premiers éléments de réflexion, enfin, tout premier, c'était en 2014. Un peu avancé quand même. Un peu avancé, quoi. Et puis après, un peu avancé, en fait, c'est plutôt 2016, je dirais. 2016 et voilà, 3 ans, quoi. 3 ans. Entre la note d'opportunité, on va dire, et puis la mise en service, quoi. Okay. Et puis, si j'avais un conseil à donner, enfin, il faut vraiment, parce qu'on a essayé de serrer un peu le planning du projet de réalisation, et je pense qu'à refaire, je prendrais plus de temps pour bien sélectionner la maîtrise, l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage et puis la maîtrise d'œuvre. Il s'est trouvé en fait qu'on est, quand on a fait nos appels, en fait, il y avait beaucoup de travail dans le bâtiment et on a eu parfois des appels infructueux qu'il a fallu relancer. Au total, en fait, on aurait gagné à donner un peu plus de temps sur les appels pour bien sélectionner les entreprises et je pense qu'on aurait gagné en sérénité. Ok, très bien. Merci. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on va prendre les 3 retours d'expérience et puis on enchaînera sur les questions ensuite. Ça va être sans doute plus simple au niveau du timing. Donc, c'était bon, Jean-Paul, au niveau du retour pour Laillé? J'ai essayé de le faire en 10 minutes. Donc... c'est très bien, c'est très bien.
Eh ben, je vous propose qu'on enchaîne avec le retour suivant, donc, qui concerne l'exploitation agricole de Michael Delabarre, et donc qui concerne la mise en place d'une chaudière bois plaquette. Donc, Monsieur Delabarre, voilà, vous avez aussi le petit déroulé, présentation de votre activité, du projet, le rôle du dispositif Fond Chaleur et le conseil éventuel à donner aux futurs porteurs de projet. Allez-y, et puis pour les éléments techniques, si vous avez des interrogations, même sur quelques éléments techniques, Fabien pourra aussi compléter puisqu'il a suivi le projet. J'ai suivi ça. Donc, bonjour tout le monde. Donc, agriculteur à Saint-Jean-sur-Île, j'exploite un élevage de volailles de chair, donc qui est gourmand en énergie. Donc, ça fait une dizaine d'années que je réfléchissais sur ce système-là de chauffage à plaquettes de bois pour valoriser déjà mes haies, parce que mécaniser un peu le travail aussi sur le long des haies, et aussi pour faire une économie d'énergie sur la partie volaille. Parce qu'on s'avérait quand même que techniquement, la production de volaille s'est drôlement améliorée, mais aussi est plus technique sur l'aspect chaleur. On s'aperçoit qu'il faut chauffer de plus en plus les bâtiments et surtout avoir une air sec. Parce que le problème du gaz qu'on avait, on était un chauffage radiant gaz. Donc il y avait deux problèmes. Le premier, c'est qu'une tonne de gaz à peu près chauffée, ça fait 1000 litres d'eau ressortie dans le bâtiment. Et le nerf de la guerre, c'est quand même l'humidité dans les bâtiments. Et aussi l'aspect incendie, qui est problématique, qui peut risquer aussi, qui nous met un surcoût d'assurance. Donc voilà. Et l'aspect aussi qui n'est pas négligeable, c'est l'énergie qui monte, qui devient un coût important. Okay. Et j'avais aussi un souci chez mes parents, la maison, et chauffage fioul, une vieille chaudière. Le fioul n'est pas super. Et chez moi, j'avais un problème d'aérothermie aussi, qui était pas. Donc j'en ai fait le raisonnement de tout créer un réseau chaleur sur l'exploitation, donc pour chauffer les deux maisons, les deux poulaillers, et en parallèle sécher le maïs aussi. On a un séchoir maïs qui est au gaz, donc c'est pour aussi aider à sécher le maïs. Donc voilà, l'investissement a été assez conséquent, mais on a bien été aidé justement par Alec qui nous a bien conseillé sur tout le cheminement. On a pu avoir les investissements, les subventions, avoir à faire aux subventions. Et la puissance totale installée, donc 2 fois 150 kW en chaudière plaquette, et c'est une gaz de 180 kW en relais, en cas de problème. D'accord. Donc, voilà. Ok, et si c'était à refaire, est-ce que vous auriez des conseils à donner sur des étapes où ça aurait pu se dérouler différemment Disons que, comme disait M. Delahaye, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de la réflexion, surtout sur le bâtiment, parce que nous, au cours du projet, le bâtiment a changé un peu de place. On a modifié un petit peu et on a bien fait de le faire, mais c'est vrai que comme nous, tout ce qui était génie civil, on l'a fait nous-mêmes, donc on était un peu plus malléable, je pense aussi, pour le faire. Il n'y avait pas de délai dans les travaux. Voilà, mais malgré tout, je pense que ça a été réalisé assez rapidement parce qu'on a commencé mi-mars, je me souviens au début du confinement, et la première mise en route était mise en octobre. Donc, D'accord. le réseau de chaleur qu'il y avait à faire, la maçonnerie, je pense que ça a été assez rapide quand même. L'intervention était pas mal. Ok. Parfait. Fabien, des compléments ou on passe au retour d'expérience suivant? Des compléments, non, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses de dire. C'est vrai que ça a été assez vite, hein, moi aussi, je trouve, ce projet. Donc après, c'est vrai qu'en milieu agricole, on n'a pas les inconvénients, on va dire, notamment pour le réseau de chaleur, hein, on peut creuser assez facilement les tranchées, quoi, contrairement à un milieu un peu plus urbain, forcément. Et c'est vrai que sur les questions aussi de silos de stockage du bois, on peut faire des choses très simples finalement, puisque le silo, on a l'avantage qu'il peut être chargé au godet avec le tracteur, et ça c'est quand même un des gros avantages, hein, ce qui permet d'avoir un silo aérien directement qui peut être rempli directement au godet du tracteur. Ok. Alors, on va prendre juste la question qui est posée là, puisque vous n'avez pas utilisé tout votre temps, Monsieur Delabarre, donc vous avez droit à quelques questions en direct. Oui, alors le retour sur investissement, je l'estime sur à peu près 10 ans, normalement sur 10 ans.
Le temps de remplissage, la manutention, c'est vrai que c'est plus compliqué, enfin plus compliqué. Disons que le gaz, on appelle le fournisseur, nous livre du gaz. Eh oui. Donc j'estime à peu près 3/4 d'heure pour remplir mon silo de stockage par semaine, une fois par semaine. Et dans ce cadre-là, j'intègre aussi vider les cendriers, relever mes compteurs d'énergie et peser mes plaquettes, parce que j'ai un système de pesée monotélescopique, je pèse les plaquettes que je mets, comme ça permet d'avoir sur l'année la consommation de plaquettes en tonnage. De consommation. Je me suis mis à 3/4 d'heure à peu près. Et donc dans l'investissement aussi, il ne faut pas oublier non plus l'aspect stockage plaquettes qui n'est pas négligeable non plus, parce que le silo, il y a à peu près, de mémoire, c'est une 40aine de mètres cubes de stocké dans les silos, qui est cubé comme ça. Mais en parallèle, j'ai refait un bâtiment moi, en monopente là, de 570 mètres carrés pour stocker mes plaquettes avec un photovoltaïque dessus, aussi en production d'énergie. Donc l'enveloppe globale est conséquente quand même. D'accord. Mais j'estime que sur 10 ans, normalement, c'est bon. Ok. Et peut-être je note pour l'allier dans les questions, parce que vous avez évoqué l'approvisionnement en bois plaquettes. C'est une question qu'on pourra également poser à Jean-Paul Vuichard au moment des questions aussi. Et c'est vrai que juste peut-être pour ajouter un point, c'est ces questions d'assurance. Hein, c'est vrai qu'on n'avait pas tellement pensé à ça, enfin vous non plus, hein, je pense, monsieur Delabarre, mais ça vous fait quand même une belle économie aussi sur l'assurance des poulaillers, hein, puisque Oui. finalement, Oui. on n'a plus de système de chauffage à l'intérieur des poulaillers, donc forcément le risque de feu est nettement moins important quasiment plus de risque. Ouais. On a baissé à peu près de 2 000 € la police d'assurance sur le risque incendie, sur la partie volaille, sur une année, en intégrant un bâtiment en plus assuré en plus. Donc, c'est pas négligeable. Du fait aussi d'avoir mis une chaudière à gaz aussi, parce que beaucoup nous disaient que c'était un peu le système ceinture bretelle, parce qu'on aurait pu garder nos radiants aussi, nos canons dans les poulaillers. Sauf que on sait tous vrai, quand ça tombe en panne, c'est soit le samedi soir ou le dimanche matin, après 6 mois de non-utilisation dans la poussière et qui ne sont pas forcément faciles à mettre en route. L'avantage de la chaudière plaquette, c'est qu'elle fonctionne, la chaudière gaz, elle se met en relais. Elle a été utilisée parce que j'ai eu quelques problèmes sur mes chaudières au tout départ, un peu de mâche fer à se faire et puis un peu de bricole de mise en route et ça fonctionne très bien. Donc, et aussi l'aspect entretien quand même qui est un peu aussi la chaudière plaquette, il faut être un peu vigilant dans le sens qu'il faut aimer se débrouiller un petit peu, il faut aimer un peu l'aspect mécanique. Quoi. Mais c'est des machines fiables, il y a pas de... on peut se débrouiller tout seul, c'est l'avantage de ces machines aussi. Ok. Dans les questions, donc on va en prendre encore une. Avez-vous assez de haies pour vous chauffer et pour les conserver dans un aspect biodiversité? Alors, j'entends bien dans l'aspect derrière biodiversité, il ne faut pas s'inquiéter. Le but, c'est pas d'abattre les chênes, loin de là. Au contraire, c'est plutôt de l'entretenir, tout ce qui est le bois des mondes. On a des saules là, qui arrivent il faut les abattre pour qu'ils repartent. Il y a beaucoup de bois d'aulne aussi chez nous. Il y a aussi du voisinage avec tout ce qui est du haie d'émondage. Donc moi, ce que je vois, c'est plus du bois d'opportunité à récupérer et aussi m'approvisionner auprès du collectif Bois Bocage 35. J'ai déjà fait cas cette année, là, j'en ai acheté 3 camions chez eux, 3 semis de plaquettes. Donc c'est pour ça que... Et à terme, j'ai quelques parcelles que je vais sans doute un peu plus compliquer à exploiter, que je vais me renseigner auprès de Bois Bryce Bocage, si c'est possible de les replanter pour trouver une essence qui est un peu rapide et puis et refaire peut-être quelques haies. Mais voilà. Mais dans l'optique, non, c'est surtout pas d'abattre loin de là. Ok. C'est d'entretenir, mais... Parfait. Je note les 2 autres questions auxquelles on n'a pas répondu et on va passer à la présentation suivante et ensuite on reviendra sur les échanges. Donc, dernier exemple, on a eu un exemple de collectivité, un exemple du secteur agricole. Et donc maintenant, on va avoir un exemple qui concerne les logements, des logements neufs, dans le cadre d'un projet porté par la Sorim et la COP de construction, la Courouse. Et donc, c'est Monsieur Lagarde qui va nous présenter cet exemple de mise en place de chaudières bois granulés pour des logements, avec le même déroulé. Je vous laisse la parole, Monsieur Lagarde. Bonjour à tous. Alors,
Tout d'abord, Olivier, une petite rectification qui n'en est pas une petite. Ah, Le projet est en collaboration avec Patrice Cordier de la COP Habitat Bretagne. oh, pardon. Voilà. Alors, je pense que vous évoquez peut-être la notion de COP de construction parce que nous avions réalisé il y a 5 ans avec Olaf Malgras 2 COP de construction, le projet Les Passerelles des Matéloires dans Rennes avec une chaufferie totale granulés bois. Donc, je ferme la parenthèse, mais ce projet-là, l'atelier d'Amarante, est bien un projet porté par 2 promoteurs rennais, Soreim et COP Habitat Bretagne. Voilà. Ça va, Alors, j'ai mis COP dans le titre, donc j'ai pas fait trop d'erreurs, mais merci pour la précision. Voilà, comme ça, c'est vu. Concernant très rapidement Soreim, nous sommes une société rennaise qui fête ses 35 ans. Nous travaillons et nous officions essentiellement dans la métropole rennaise, Rennes et ses couronnes. Il y a 20 ans, à Assigné, nous avons réalisé notre premier projet avec de l'eau de l'ECS solaire, qui était déjà un premier pas. Et depuis, nous n'avons cesse d'avancer. Nous sommes une petite structure, donc nous essayons bien sûr alors, de nous démarquer, mais c'est aussi notre philosophie, et d'avancer en construisant soit en bois, soit avec des réflexions bas carbone. Récemment, de même avec COP Habitat Bretagne, nous allons bientôt livrer un projet certifié Passif House, le bâtiment Symbiose. Alors si j'évoque ce bâtiment Symbiose de 30 logements, c'est parce que je commence par un témoignage à regret. En 2017, notre société COP Habitat Bretagne s'était vue confier une réalisation donc, de projets passifs. Et nous avons sollicité l'ALEC un peu trop tard. Et lorsqu'on avait échangé donc, avec Florian Calgagno, puis ensuite avec M. Potier, eh bien, nous nous sommes aperçus que nous étions déjà bien avancés dans nos phases études pro-marché sur ce dossier, ce qui fait qu'on avait un peu focalisé sur un projet passif qui nous faisait vraiment rêver, un projet sans radiateur, c'était quand même assez exceptionnel. Et ce qui fait que, alors nous avons reporté, alors non pas par défaut, mais un projet qui venait avec 6 mois, 9 mois dans la foulée, le projet L'Atelier d'Amarante. Donc celui que vous avez sous les yeux, c'est un projet qui est situé à Courouze, 65 logements, environ 4300 mètres carrés, 18 logements en accession maîtrisée, et porté par territoire. Et je dirais dans les études, nous avions 2 ambitions. La première, c'était d'avoir 10% d'énergie renouvelable. Et puis la seconde, c'était d'être ce que l'on appelle en E2C1, c'est-à-dire vertueux en énergie. Et on commençait, c'était les prémices d'être bons élèves dans le carbone, dans les émissivités faibles en bas carbone. Aujourd'hui, on demande à travailler en C2, C3, peut-être demain. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet qui avait l'ambition en 2017 d'être E2C1, ce qui était déjà un beau pari. Nous avons porté ce projet avec l'agence Prost, agence à Paris, et le bureau d'études Simoé à Nantes. J'évoque ces points parce que bien sûr, il y a une maîtrise d'ouvrage, mais il y a également un aménageur et un architecte et du bureau d'études. Et surtout, lorsqu'on réfléchit sur les réflexions de projection de biomasse ou de qu'est-ce que l'on va faire pour chauffer nos acquéreurs et nos futurs habitants, on s'octroie bien sûr les services alors de bureau d'études très compétents. Parce que je n'ai pas, moi, ces compétences, bien évidemment. Alors, au niveau du projet, nous avons pris la tâche en 2018 avec la LEC. On a rapidement fait le tour et se dire qu'avec 10% d'énergie renouvelable, il y avait des bonnes pistes à travailler. Et donc, nous avons travaillé en parallèle donc avec la LEC et Simoé sur 3 scénarios pour répondre aux attentes E2C1. Le premier scénario était une réflexion de chaufferie, donc granulés bois, hein, donc il n'y a pas de secret, c'est celle que nous avons choisie, avec un combiné gaz. Alors pourquoi choisir gaz également? Parce qu'on a 65 logements, c'est un gros projet.
on aurait pu passer avec une chaufferie entière granulé bois. Rapidement, sur les conseils de notre bureau d'études, on a un peu chanté parce que ça faisait un gros silo pour le bois. Et nous regardons bien sûr aussi les coûts sur 20 ans. On regarde le bois, on regarde le gaz, et donc en faisant un peu les calculs, et aussi en regardant, nous, nos futurs acquéreurs, on a trouvé que d'être tempéré, d'avoir un mixte bois-gaz, avec une priorité au bois, avec ensuite un passage gaz, pouvait être pertinent. Donc ça a été le premier scénario qui a été réfléchi. Un deuxième scénario plus classique a été celui d'avoir une chaufferie collective gaz avec des compléments de panneaux solaires. Et pour arriver à être en E2C1, on venait même mettre un petit about de photovoltaïque. Et enfin, un troisième scénario qui était une chaufferie collective gaz avec que du photovoltaïque. Les tests qui ont été faits par le bureau d'études Simoé, bien sûr, sont des projectives non pas sur 10 ans, mais sur 20 ans. C'est-à-dire qu'on vient regarder les coûts d'investissement, mais également les coûts d'entretien, les combustibles. Et sur les 20 ans, on avait une projection qui, au final, montrait que le photovoltaïque devait être supprimé parce qu'il avait des coûts non négligeables. Et au final, les deux scénarios qui ressortaient étaient le scénario avec les panneaux solaires et le scénario avec la chaufferie granulée. Et c'est là où l'ALEC nous a fortement accompagnés, puisque M. Calgagno techniquement a été en mesure de nous apporter les montants des subventions que l'on pouvait prétendre en fonction des trois scénarios. Et là-dessus, alors on a pu voir très rapidement qu'il y avait le scénario 1 de chaufferie granulée bois, c'est un coût de 166 000 € avec 33 000 € de subvention. Le coût de la chaufferie solaire, de la chaufferie collective gaz avec les panneaux solaires était un coût plus conséquent, avec une subvention plus conséquente à 50 000 €, mais que l'on a au final écarté pour deux raisons. La première, c'était bien le volume de panneaux solaires qui devaient être mis en toiture terrasse, là où nous sommes dans un contexte urbain avec des vues, certains d'entre vous connaissent certainement les KZLD, notamment portés par CECIB, qui sont assez hauts, qui ont des vues portées sur les toitures terrasses. Et c'est forcément une réflexion urbaine de venir mettre des panneaux solaires. Je ne parle pas de quelques panneaux solaires mis sur une toiture de pan, mais sur une toiture terrasse qui a forcément une certaine visibilité. Et puis la deuxième, c'est le bas carbone. La solution 1, portée par la chaufferie granulée bois et par le gaz, était la solution qui nous permettait d'atteindre, la seule solution qui nous permettait d'être bas carbone, en tout cas en E2C1. Donc, nous avons fait le choix de cette chaufferie granulée. Alors, c'est vrai que le retour de l'ALEC a été fondamental pour nous et nous a vraiment permis d'aller jusqu'au bout de la réflexion avec nos architectes et les bureaux d'études sur quels sont les coûts au bout de 20 ans. Donc ça a vraiment été non seulement un conseil au départ, mais un accompagnement fort qui nous a permis de travailler dans des délais courts. Alors délais courts, mai 2018, première demande, avec une signature du protocole d'accord ou de la convention en octobre 2019, donc quand même 15 mois environ pour finaliser les choses, entre la phase APS, esquisse, et une phase pro-marché. Ensuite, très rapidement, 2019-2020, le projet n'a pas démarré puisqu'il y a eu le Covid et nous avions beaucoup de mal à trouver des entreprises, également avec une pénurie d'entreprises sur le marché rennais. Le projet a démarré en juillet 2020. Il sera livré, alors je vais faire attention à ce que je dis, mais idéalement fin 2022. Aujourd'hui, prévisionnel, le premier trimestre 2023. C'est un chantier qui prend 27 mois. C'est une parenthèse, il prend 3 mois de plus parce que nous avons un parement en briquettes de 22 mm qui sont assez épaisses et qui prennent beaucoup de temps au projet. Je l'évoque parce que le parement de briquettes est un point important au niveau bas carbone. Alors, le troisième point aussi de retour, à côté du conseil de l'ALEC
l'ALEC à côté de l'accompagnement de l'ALEC, il y a eu aussi cette notion de suivi administratif du dossier qui a été un gros plus, clairement, parce que j'ai envie de dire qu'on était au volant d'une Tesla, ne rien faire, où on était en pilote autoguidé, c'est-à-dire qu'on était chef d'orchestre entre notre archi, les bureaux d'études et l'ALEC, ce qui nous a permis de manière administrative d'être très fluide, de ne pas perdre de temps et d'être mis en relation très facilement ensuite avec Claire Barret de l'ADEME. Donc il y a vraiment eu un pilotage entre l'ALEC et l'ADEME qui nous a permis de passer du temps dans la technicité, dans les réflexions, sans perdre du temps sur les réflexions administratives. Pour terminer, si c'était à refaire, ce qui est évident, c'est que la notion d'anticipation et de veille des mécanismes que l'ALEC met en place pour nous accompagner tous, acteurs en Ille-et-Vilaine, est un premier fondamental dessus. Et puis, ça tombe bien, je fais une passerelle puisque j'ai prochainement un projet de 30 logements en E2C3. Donc, je serai très, très certainement amené à vous solliciter de nouveau, à réfléchir. Mais voilà, je pense que le conseil premier, c'est la veille. Parce qu'on pense souvent qu'on a des projets, on a l'habitude, on les a faits et on n'a peut-être pas, il n'y a pas forcément, quand on n'est pas à la recherche de subventions ou d'accompagnement. Et je pense que c'est un tort, en tout cas. Aujourd'hui, on viendra beaucoup plus facilement vous solliciter pour réfléchir, parce que, outre l'aide, qui est non négligeable, bien évidemment, il y a les conseils que vous avez pu nous fournir, qui nous ont permis aussi de trouver les meilleures solutions les plus adaptées. Voilà. Et enfin, d'indiquer que nous sommes alors en phase exécution, et c'est important alors l'anticipation, puisque bien sûr, nous, les prescriptions que nous avons, on les a retranscrites au syndic qui est Foncia, pour que, bien évidemment, dans les commandes, puisque nous sommes maîtres d'ouvrage jusqu'à la réception de l'ouvrage, nous nous engageons bien sûr sur l'accompagnement dans les 24 mois pour s'assurer que le syndic des copropriétaires respecte un cahier des charges que nous avons signé. Mais tout ça, ça s'anticipe pour qu'il n'y ait pas de raté, bien sûr, en post-réception. Voilà. Ok, très bien. Mais merci beaucoup pour ce retour. J'en profite pour rebondir effectivement sur la connaissance du dispositif. Alors, c'est l'objet de ce webinaire, mais j'en profite aussi pour passer ce message notamment aux collectivités qui peuvent éventuellement toucher beaucoup d'acteurs sur leur territoire. Et du coup, encore une fois, ce dispositif, il est disponible pour tous les acteurs, sauf les particuliers. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire connaître dans tous les projets, que ce soit des projets d'aménagement, des projets privés, d'entreprise. On peut intervenir pour faire au moins cette première étape de note d'opportunité. Donc, merci pour ce retour, Monsieur Lagarde. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe à un temps de questions, d'échanges. Donc, n'hésitez pas sur les 3 projets si vous avez des interrogations. Il y a quelques questions qui ont été posées via le chat avec des réponses qui ont été données. Donc, je ne sais pas s'il faut y revenir sur à la fois le criblage ou la livraison de bois plaquettes par des camions souffleurs. Donc voilà, bon, c'est des premières questions, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, soit en prenant la parole directement ou via l'espace de discussion. Peut-être pour lancer les questions, Jean-Paul Vuichard, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur l'approvisionnement pour le réseau de chaleur de l'Aillé? Il manque le micro. Avec le micro, c'est mieux. Donc ça, l'approvisionnement, en fait, notre souhait, c'était de développer un approvisionnement local, en fait, en s'appuyant en fait sur sur le bocage et sur les agriculteurs. En fait, l'idée, c'était d'associer les agriculteurs en fait à la production, ce qui permettait une valorisation des haies, comme une reconnaissance aussi du travail des agriculteurs. Donc pour ça, on s'est rapproché de Bois Bocage 35, qui est l'association qui travaille sur ce sujet-là et qui fournit d'autres chaufferies. Et donc c'est ce qu'on a mis en place. Donc après, ça s'appelle des remarques parce que c'est clair que c'est pas toutes les haies qui peuvent fonctionner dans ce mode-là, parce que c'est vrai qu'on va privilégier plutôt des essences à pousse rapide comme le saule
le châtaignier, avec des coupes qui soient simplifiées, quoi, et pour quelque part avoir un retour sur investissement qui ne soit pas trop pénalisant, quoi. Donc, bon, actuellement, on fonctionne comme ça. Mais c'est vrai que c'est finalement une assez faible partie des haies qui sont valorisables comme ça, quoi, par rapport à l'ensemble des haies sur la commune. Mais ça peut inciter aussi à planter des haies en complément, en fait, pour qu'ils soient un peu plus, de nature, plus facile à exploiter pour alimenter la choucroute. Ok, merci. Donc c'est vrai qu'on là on l'évoque l'approvisionnement, mais c'est un sujet sur lequel on accompagne aussi les porteurs de projets. Voilà, c'est important aussi d'étudier cet aspect-là dans le cadre de projets bois énergie notamment. Alors, je me permets juste, Olivier, une Oui. réflexion là-dessus, surtout en zone urbaine. J'en reviens sur la notion d'anticipation, c'est un point fondamental à regarder très très en amont, puisque bien sûr, en ce qui concerne, soit il y a besoin d'une giration, soit il y a besoin d'une zone et d'un espace de stockage. Ça a été un des points, alors je ne vais pas dire les plus épineux du dossier, mais l'aménageur et la maîtrise d'ouvrage a dû réfléchir aux meilleures solutions. Alors on en trouve, mais plus c'est anticipé, mieux c'est. Les zones de stockage pour le camion, la en bois. Ok, merci pour ce complément. On a une question sur le lien entre l'approvisionnement et l'agroforesterie. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre dans l'équipe. Ou autre. On note votre question et on reviendra vers vous dans un second temps. Monsieur Lézé, vous souhaitiez poser une question. Oui, par rapport au projet comme en bois granulé, là, Monsieur Lagarde, comment est-ce que va être géré tout ce qui va être approvisionnement? Alors déjà, d'une part, la partie stockage, en fait, comment est-ce que ça a été pensé et aménagé en termes d'aménagement au niveau du collectif et comment va être géré tout l'approvisionnement, en fait, hein, toute la gestion de l'approvisionnement derrière, hein. C'est sans doute un peu plus compliqué qu'avec du gaz, hein. Est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu à ces questions-là? Enfin, j'imagine que vous avez quelle réponse vous avez à ces questions-là. On espère. Nous avons réfléchi un peu. En l'occurrence, alors à votre première question, nous avons un silo au sous-sol avec bien sûr une connectique qui doit être directement adressée au droit de la voirie, puisqu'on fait des réservations dans le béton. Le camion vient se garer en face sur une aire de dépose, d'où la réflexion initiale que je faisais. Et ensuite, un peu comme un fuel, hein, il vient remplir le silo. En sous-sol, bien sûr, le silo doit être étanche avec tout ce qui va derrière pour éviter que, bien sûr, le bois n'en pâtisse. Donc ça, c'est sur la question du silo. Ça demande, bien sûr, un espace et un stockage. Réflexion, forcément, pour une maîtrise d'ouvrage. Bien, c'est un surcoût puisqu'on vient prendre une place non négligeable au sous-sol. Enfin, par rapport à... Excusez-moi, c'est intégré dans les 130 000 euros, le 166 000 euros de coût que ça représente. Le surcoût, en fait, justement lié à cette partie stockage est intégré dedans, en fait, hein. Oui, il est intégré. Il est valorisé à hauteur de 50 000 euros. D'accord, ah oui. Voilà. Ensuite, concernant la seconde question, alors c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure en échange avec le syndic, puisque je ne veux pas être rébarbatif, mais nous avons bien sûr des engagements sur le plan d'approvisionnement biomasse, l'article 3.4 de notre convention avec l'ADEME, qui vient fixer les parts minimums de bois certifiés, et tous ces éléments-là, nous les avons transmis au syndic. Nous avions, avant de les transmettre, solliciter notre bureau d'études, parce qu'il faut être clair, nous ne souhaitions pas, nous, maîtres d'ouvrage, bénéficier d'une subvention qui vienne, alors, je ne veux pas dire nous enrichir, parce que sur des projets comme ça, cette subvention vient fluidifier des budgets qui sont souvent tendus lorsqu'on a des financements aidés pour nos acquéreurs et lorsque on a des projets ambitieux techniquement qui majorent le coût de construction. Donc, mais on ne souhaitait pas
obtenir 33 000 € qui viennent léser les futurs habitants parce que dans les contraintes ou dans le cahier des charges de l'ADEME, il lui fallut se provisionner avec des bois, on va dire plus, par rapport à des bois qui auraient été peut-être moins 20% inférieurs. Donc on avait fait une étude avec le bureau d'études et on s'était aperçu qu'au final, il n'y avait pas je dirais, les demandes n'étaient pas non plus des demandes, je dirais, inimaginables. On est sur du bois breton, donc il faut aller chercher des fournisseurs spécialisés. En effet, on ne peut pas aller chercher n'importe quel fournisseur, mais ça n'amène pas un surcoût. Et donc ces éléments, cette charte, a été transmise au syndic pour s'assurer que ça soit suivi. On ne l'a cependant pas mis dans le règlement de copropriété parce que ce sont deux éléments qui sont différents. Ok, merci. Peut-être pour Monsieur Lagarde et peut-être pour les collègues, une question de Monsieur Ardouin sur un retour qu'on peut avoir sur les coûts de maintenance des installations bois, chaudière, gaz. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé, Monsieur Lagarde, et est-ce qu'on a des retours de notre côté sur cette question? Alors, j'ai des éléments, je suis en train de les regarder. Alors peut-être en attendant, pour Monsieur Vuchard ou Fabien, peut-être sur... non, excusez-moi, ça y est. Allez-y. Alors, c'est sorti de notre bureau d'études Simoé sur 20 ans, une maintenance pour la solution donc chaufferie bois-gaz. J'ai bois-gaz, sachant que notre chaufferie bois, on est sur du 152 kW dessus. Et là-dessus, on est à 90 000 € sur 20 ans. Et on avait un coût global, alors je peux vous indiquer quelques coûts cumulés sur 20 ans. On a une estimation à 528 000 € qui se portait en 73 000 € pour les investissements enveloppe système, 365 000 € pour les coûts énergétiques, donc bois et gaz, et enfin la maintenance 90 000 € sur 20 ans. D'accord. Merci pour ces éléments. Donc, Monsieur Sanson demandait des informations sur le réseau de l'AIE, à savoir la longueur du réseau primaire, puissance de la chaudière et le coût du kilowattheure produit, ainsi que la maintenance. Est-ce qu'on a ces éléments à donner à Monsieur Sanson? Sur la longueur du réseau primaire, on est à peu plus de 470 mètres. On a des contraintes dans le cadre du fonds chaleur en termes de puissance par rapport à la longueur du réseau. Par contre, je ne me souviens plus exactement du coefficient. Mais, oui, on parle effectivement de densité thermique, Fabien ou Florian. Ouais, oui, donc le réseau, il peut être financé. Donc les projets qui sont éligibles doivent avoir un niveau de densité qui atteint un certain niveau. Donc la densité thermique, en fait, c'est l'énergie qui est livrée, ramenée au mètre linéaire du réseau. Et donc on doit dépasser en fait 1000 kWh par mètre linéaire de réseau, ou 1500 kWh par mètre linéaire de réseau. Donc entre 1000 et 1500, on est éligible, mais les aides sont inférieures. Et au-dessus de 1500, en fait, on a les aides à leur plus haut niveau. Ouais. Donc c'est vrai que dans le cas l'AIE, on s'était posé beaucoup la question sur le tracé finalement du réseau pour optimiser, avoir la densité thermique la plus forte et qui soit supérieure à 1, puisqu'on était, je sais, tout juste au-dessus de 1. On a pas mal optimisé le tracé d'ailleurs, pour être bien dans le dessous, quoi. Sur les autres questions, Jean-Paul? Alors, sur le coût, j'ai la partie théorique, mais j'ai pas la partie réelle parce qu'on n'a pas assez de recul en fait pour avoir la partie réelle. Donc ça n'a pas donné grand-chose. Par contre, on a peut-être la réponse un peu plus globalement sur d'autres projets, parce que c'est vrai que ça nécessite d'avoir un petit peu de temps de retour, 3-4 ans, pour avoir vraiment le retour, quoi. Okay. Sur la puissance, c'est 150 kW, il me semble. C'est 200. C'est 200. Ouais, 200. Ouais, c'est 200. Il y avait eu des hésitations. De 200. Au départ, on était parti sur 150, c'était insuffisant. En fait, on a 200. Donc la chaudière bois, c'est 200 kW. On a une chaudière gaz à 107 kW
Et puis, on a récupéré 2 autres chaudières. En fait, les chaudières gaz sont en cascade. Il y a 2 autres chaudières gaz qui ont été récupérées, qui sont assez récentes, qui sont des chaudières de 61,5 kW. Voilà. Ok, très bien. Alors sur les coûts de maintenance, juste Oui. peut-être de petits mots, hein. Oui. Mais alors oui, forcément, la maintenance, elle va être plus importante, hein, que sur une chaudière gaz classique, hein, notamment c'est surtout en fait qu'il faut notamment une présence pour vider le cendrier, une présence pour les livraisons, charger de silos. Donc c'est tous ces coûts, on va dire, induits qu'on essaie de prendre en compte aussi dans les notes, hein, d'opportunité et les études de faisabilité qui sont faites, hein, puisque Oui, on parle de temps agent des collectivités. Hein. ouais, c'est ça. Donc on essaie de tout prendre en compte. Après, forcément, hein, d'une installation à l'autre, c'est pas toujours évident, hein, mais ce qu'il faut, c'est surtout que l'installation, elle soit simple, et pour que aussi la maintenance puisse être facilement réalisée, quoi. Et qu'on ne se retrouve pas avec des blocages techniques, soit pour aller vider le cendrier, soit pour aller remplacer une pièce. C'est vraiment un des points importants sur les projets de chauffe-eau bois. Alors, je me permets de nouveau une remarque. À ce titre-là, en tout cas pour la maîtrise d'ouvrage, on essaye d'incorporer soit des assos, soit des chartes au niveau des copropriétés. En tout cas, c'est une réflexion que l'on a sur notre dossier pour essayer justement de fédérer auprès des copropriétaires qui pourraient être présents, qui sont peut-être moins actifs, ou de pouvoir aider le syndic pour minorer les coûts que vous évoquez, M. Potier, justement pour être présent et ne pas avoir de coûts induits avec une aide en fait communautaire. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? J'ai l'impression que non. Donc, écoutez, on va terminer ce webinaire. Donc, vous voyez sur la diapo qui est proposée les 3 chargés de mission qui suivent les projets à l'ALEC. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail. Vous pouvez aller chercher des infos également sur notre site internet. Je tiens à remercier chaleureusement nos 3 témoins de ce matin pour leur présentation. C'était vraiment super. Et puis, merci à tous pour votre participation. Donc, vous aurez la possibilité de retrouver ce webinaire en format vidéo si vous souhaitez revoir certains passages. Et donc, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour tout projet. Nous sommes à votre disposition. Donc, merci à tous et puis bonne journée, bonne continuation pour cette journée très ensoleillée. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.